Bienvenue tout le monde. C'est la première fois que je me joins dans un congrès comme ça, en ligne avec Zoom. Merci COVID, en ce vendredi matin. Donc, on y va tous ensemble ce matin. Là, je vous prends par la main et on y va à travers le monde des jeunes trans et non-binaires. Donc, c'est ce qu'on va aborder ce matin. J'ai beaucoup de choses. Quand on traite de cette problématique-là, c'est quelque chose qui est très large. Donc, il y a beaucoup de choses à traiter, il y a beaucoup d'éléments. Je vais essayer de le faire de façon la plus complète possible. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire des choix sur ce que je présentais, sur ce que je ne présentais pas. Donc, en espérant que ça réponde à vos attentes et à vos besoins. Puis, voilà. Donc, bonne présentation à tous. Je me présente brièvement, Amélie Sauvé, je suis sexologue spécialisée dans le développement psychosexuel des enfants et des adolescents. Les jeunes trans et non-binaires font partie de ma pratique privée depuis maintenant 3 ans et demi et je vous dirais que je ne sais pas si c'est COVID ou si c'est la dernière année ou si c'est lié à d'autres facteurs, mais il y a énormément de demandes à ce niveau-là. Que ce soit en pratique privée ou même à travers les écoles ou à travers les différents organismes. Donc, je trouvais pertinent ce matin d'aborder ça, de vous donner une espèce de base pour qu'on puisse vraiment mieux comprendre la réalité qu'ils vivent pour pouvoir adapter nos interventions en fonction de ces jeunes. Donc, quand on travaille, là, premier bug, je ne suis pas capable d'avancer mes trucs. OK. Donc, quand on travaille avec ce type de problématique-là, je ne peux pas passer à côté d'aborder ou de traiter, en fait, de définir les concepts principaux pour qu'on puisse avoir un langage commun. Donc, on y va avec le premier concept qui est vraiment le concept primaire, c'est le concept de l'identité de genre. Donc, l'identité de genre, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans la tête, c'est quelque chose de vraiment très profond. C'est vraiment le sentiment d'appartenir au sexe qui est féminin ou au sexe masculin. Souvent, c'est perçu on le fait de façon binaire, donc homme ou femme, mais peut effectivement se vivre, comme on va le voir plus tard, là, de façon non-binaire, donc sur une espèce de continuum. Au niveau de l'expression de genre, ça, c'est vraiment la façon dont on va présenter notre genre aux autres. Donc, ça passe beaucoup par les vêtements, les vêtements, les comportements, les cheveux, etc. Donc, c'est vraiment la façon dont moi, je vais présenter mon genre, qu'il soit féminin, masculin ou non-binaire aux autres. Donc, ça passe beaucoup par l'apparence. Je dois faire la distinction avec l'orientation sexuelle parce que c'est des concepts souvent qui peuvent être mélangés. L'orientation sexuelle, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas identitaire, c'est vraiment, on y va au type de, c'est une attirance, c'est une préférence. Donc, l'orientation sexuelle, c'est vraiment l'attirance, qu'elle soit physique, affective ou sexuelle, envers les personnes de même sexe ou de sexe opposé. Naturellement, l'orientation sexuelle aussi peut se vivre de façon binaire, donc hétérosexuelle ou homosexuelle, ou peut se vivre de façon sur un plus large continuum. Puis là, c'est là où est-ce qu'on voit apparaître des orientations telles pansexuelles, queer, etc. Par la suite, quand on parle de dysphorie de genre, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, la dysphorie de genre, c'est l'état dans lequel se trouvent les personnes trans ou non-binaires. Dans le fond, c'est un degré de souffrance qui est vécu par une personne dont les caractéristiques physiques, dont l'identité de genre, en fait, les caractéristiques physiques ne correspondent pas au sexe qui a été attribué à la naissance. Donc, c'est vraiment la discordance entre ce qui se passe dans ma tête, mon sentiment profond d'être un garçon ou une fille, et mes organes génitaux. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça crée vraiment une souffrance qui est la dysphorie de genre. Quand on parle qu'une personne est transgenre, en fait, c'est la personne dont l'identité de genre, donc le sentiment profond d'appartenir à l'un ou à l'autre, ne correspond pas justement au sexe attribué à la naissance, qui vit justement. Donc, les personnes trans vivent de la dysphorie de genre, donc vivent de la souffrance. Et voilà. Puis, à partir de là, on verra quelles sont les possibilités qui s'offrent à ces personnes-là. Quand on parle qu'une personne est cis, souvent, on utilise le diminutif. Quand on parle qu'une personne est cis, en fait, c'est une personne dont l'identité de genre concorde avec le sexe attribué à la naissance. Donc, moi, je suis une femme
Mes organes génitaux sont féminins, donc je suis une femme cis. Je suis une femme cisgenre. La transition, c'est naturellement le processus de transformation physique, psychologique, sociale et spirituelle qui va viser en fait l'épanouissement de la personne trans. La transition, c'est souvent, ben pas souvent, la transition, c'est, on le verra plus tard, mais le seul moyen de venir apaiser la dysphorie. Donc, ce degré de souffrance-là qui peut être vécu à l'intérieur d'une personne. Par la suite, quand on dit, puis là, c'est là où est-ce que ça peut devenir mêlant des fois pour les gens. Donc, quand on dit que c'est une femme trans, donc c'est une femme trans, c'est une personne qui a eu des organes masculins à la naissance, puis qui fait une transition pour devenir une femme. Donc, on utilise aussi d'autres termes qui sont plus anglophones, l'assigned male at birth ou male to female, ou encore on peut parler de transféminité. Vous aurez compris naturellement que les hommes ou le garçon trans, c'est le contraire. Donc, c'est une personne dont le sexe assigné à la naissance était féminin et qui va faire une transition pour avoir des caractéristiques plus masculines. Encore là, les autres termes utilisés, on parle de personnes assigned female at birth ou female to male ou encore le trans masculin. C'est rare qu'on utilise le terme trans pour un enfant en très jeune âge. Oui, les enfants, on va le voir, là, même en jeune âge, ils peuvent ressentir ce degré de souffrance-là, cette dysphorie-là. Mais c'est ça, on essaye de garder un vocabulaire plus inclusif, plus fluide, en fait, pour laisser l'enfant un peu expérimenter là-dedans. Donc, on parle, en fait, d'un enfant qui serait créatif dans son genre ou encore un enfant qui présenterait une non-conformité de genre ou encore un genre qui est fluide. Donc, c'est un enfant dont le genre ne correspond pas aux stéréotypes, en fait, qui ne s'expriment pas de façon qui ne rentrent pas dans nos cases sociales, finalement, là, dans les cases très stéréotypées de ce qu'on considère comme une fille ou masculine. Donc, par exemple, un petit garçon qui aime porter du rose, qui se tient beaucoup avec les filles, etc., ben, ça serait un garçon qui serait créatif ou non conforme dans son genre, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être un enfant qui va développer nécessairement une grosse dysphorie ou qui va être trans plus tard. C'est vraiment pour laisser l'enfant un peu expérimenter là-dedans. Puis, naturellement, ce n'est pas considéré comme une pathologie ni un problème de santé mentale. Avant, la transidentité là, était considérée comme une maladie mentale. Ça faisait partie, là, en fait, du DSM, si je ne me trompe pas. Alors qu'aujourd'hui, ben, ce n'est pas la transidentité qui est considérée comme c'est pas un problème de santé mentale, mais comme dans le DSM, en fait, on parle plus de dysphorie de genre aujourd'hui, et non, c'est pas la transidentité là, qui est mise dans le DSM 5. Donc, au niveau, si on parle de trans non-binaire, on se doit de passer à travers et d'aborder la conception binaire de la chose et la conception non-binaire de la chose. Quand j'ai commencé à travailler avec les ados et les enfants trans et non-binaires, en fait, on se doit de revoir notre schéma de pensée en fonction de, justement, homme ou femme, en fonction de binarité. La conception binaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est vraiment de considérer seulement qu'il y a le masculin et le féminin, donc c'est noir ou blanc, comme s'il n'y avait rien entre les deux. Puis, comme je vous l'ai dit tantôt, ben, l'orientation sexuelle aussi peut être conçue de façon binaire, en ce sens qu'on est hétéro ou homosexuel, comme s'il n'y avait rien entre les deux. Donc, naturellement, dans la conception binaire, ben, dans l'expression de genre, c'est soit que tu t'exprimes pour correspondre au féminin ou au masculin. Donc, c'est quelque chose qui est très... En fait, c'est culturellement, ici, c'est de la façon qu'on fonctionne depuis super longtemps, mais on se doit d'avoir cette espèce de réflexion-là pour revoir nos réflexes encore, juste de percevoir ça comme si c'était deux opposés. Je pense que c'est important de pouvoir
le percevoir comme étant un continuum qui offre de multiples possibilités, puis c'est ce que nous amène la conception non-binaire de la chose. Donc, la conception non-binaire, ben, c'est pas nécessairement l'un ou l'autre. Il y a comme comme je vous ai dit, il y a plein d'autres possibilités qui se passent entre les deux, ce qui est la même chose au niveau de l'orientation sexuelle. Puis là, ben, la non-binarité, c'est sûr que là, au sexe attribué à la naissance, on peut rentrer l'intersexualité, qui est l'ancien mot qu'on utilisait pour les hermaphrodites, si je ne me trompe pas. Une personne qui aurait des caractéristiques physiques, donc au niveau des organes génitaux, qui aurait un petit peu, au niveau de la vulve, un petit peu un mélange avec le pénis aussi. Des fois, ça se passe aussi à l'intérieur. On peut avoir un garçon qui a un pénis, mais avec des ovaires et tout ça. Donc, ça, c'est l'intersexualité. C'est vraiment l'hermaphrodisme qui était utilisé avant. Donc, c'est vraiment de le voir sur un continuum, sur différentes nuances. C'est plein de nuances, en fait, cette conception-là. Puis, justement, c'est que ça donne de multiples possibilités à pouvoir s'identifier à de nombreuses possibilités, que ce soit au niveau de l'identité de genre, au niveau de l'orientation sexuelle ou même au niveau de l'expression de genre. Donc, si je vous donnerais un petit exemple aussi, donc je vous présente René. René, il s'identifie comme homme. Donc, au niveau de son identité de genre, lui, on voit que c'est vraiment très masculin. Il est attiré par différents degrés vers les autres genres. Donc, on le voit là, vraiment au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, au niveau de l'autre genre, là, on voit que ça peut fluctuer aussi un peu. Il est né intersexué, puis de façon générale, il exprime son identité de genre de façon masculine. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment de percevoir, de changer notre schéma de pensée, de le voir sur tu es homme ou tu es femme, ce n'est pas noir ou blanc, il y a de multiples possibilités, il y a plein de zones grises. Puis, moi, ça m'emballe beaucoup quand je parle comme ça parce que je trouve que ça laisse justement à nos ados ou à nos enfants ou même aux adultes la possibilité de fluctuer, la possibilité de s'identifier à quelque chose qui vient vraiment te représenter toi comme personne dans tout ce que tu es. On sait, hein, l'être humain, on est tous uniques, mais donc c'est pas vrai qu'on se catégorise à travers ces différents concepts-là seulement d'une ou l'autre façon. Donc, je pense que, puis je le vois dans ma pratique privée, la non-binarité, ça commence vraiment à aller toucher de plus en plus de personnes parce que ça permet une panoplie de choix. Puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est fluide. C'est pas vrai qu'un matin, on se dit, ben, moi, je peux être, par exemple, au niveau de l'orientation sexuelle, ben, un jour, je peux être attirée un petit peu plus par les garçons, puis à un moment donné, je développe une petite attirance pour les filles ou quoi que ce soit. Donc, c'est fluide. On ne reste pas la même personne toute notre vie. C'est la même chose au niveau de l'identité de genre, au niveau de l'expression de genre. Ça peut beaucoup varier d'une étape de vie à l'autre. Donc, c'est normal que ce soit fluide, puis c'est normal de laisser les jeunes expérimenter là, à travers ça. Donc, je vous l'ai dit, la binarité, c'est vraiment ce qui est socialement et culturellement accepté dans la culture nord-américaine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la non-binarité, c'est pas... Il y en a qui disent que c'est le troisième genre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un terme qui est parapluie. Donc, c'est pas... Quand on s'identifie non-binaire, on peut s'identifier non-binaire, mais il y a aussi plein d'autres, comme je vous l'ai mentionné tantôt, là, il y a plein d'autres identités telles le demi-genre, l'agenre, le bigenre, le neutre, qui ont certaines différences les unes des autres, mais qui font partie de toute de tout ce beau monde de non-binarité. Puis, en fait, il y en a encore plus que ce que vous voyez là au niveau du parapluie. Ce qui fait, comme je vous dis, quand je vous dis qu'il y a de multiples possibilités là, qui s'offrent à nos jeunes aujourd'hui, ben ça, c'en est la preuve, tu sais. Puis, c'est ça. Mais
vous pourrez, s'il y en a qui le veulent, là, le parapluie de la non-binarité est très disponible là, sur le net pour que vous puissiez. Je ne prendrai pas chacune des identités pour les définir, mais si vous voulez aller chercher, c'est très facile là, via Altero là, pour aller chercher ça et pour lire les petites définitions. Puis je comprends, elles sont un peu petites ce matin. Donc, voici de quelle façon je trouvais que ça représentait bien ici. Donc, il y en a des personnes trans qui vont qui sont binaires, en fait. Donc, ça va être vraiment les personnes trans, c'est tu décides d'être un garçon ou tu décides d'être une fille. Donc, il y en a des personnes trans qui sont binaires, puis il y en a des personnes trans qui sont non binaires. Donc là, on voit d'autres identités se définir. Donc, ça vous donne une petite idée, là, je trouvais qu'il était bien représenté là, au niveau pour expliquer ces concepts-là. Je vais prendre une gorgée d'eau parce que vous aurez remarqué que je parle beaucoup, je parle rapidement et voilà. OK. Ce qu'il faut comprendre, parce que souvent la question qu'on me pose, c'est la nouvelle tendance, c'est une mode, c'est juste depuis les dernières années, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pas pantoute. C'est pas du tout nouveau. Historiquement, les personnes trans existent depuis vraiment, vraiment longtemps, bien avant même la colonisation, donc bien avant notre belle culture nord-américaine. Si on pense seulement aux personnes autochtones, qu'on parle de bispirituels, ce sont des personnes qui sont trans ou non-binaires et il y en a partout à travers le monde. Il y en a au Mexique, en Thaïlande, à Hawaï, en Polynésie, en Inde. Je vous ai mis des photos aussi. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes trans ou non-binaires, historiquement ou culturellement, ont et sont souvent considérées comme des êtres supérieurs. Ce sont des êtres vénérés. Les personnes bispirituelles autochtones, c'est souvent celles qui vont être les chefs. C'est eux qui vont guider au niveau spirituel. Donc, ce sont des personnes qui ont un plus haut statut social. On verra que malheureusement, dans notre société nord-occidentale, les personnes trans et non-binaires aujourd'hui ont des défis considérables. Donc, on est loin de vénérer malheureusement là, cette question d'identité de genre dans notre culture aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans la nature aussi, ça existe des animaux trans. En fait, on pense à l'hippocampe, hein? On pense à l'hippocampe tout de suite parce que c'est l'homme qui va porter le bébé et les mettre au monde. Mais, par exemple, ben là, je ne me rappelle plus de tous leurs noms, leur nom scientifique, mais on a notre ami poisson clown qui, eux, en fait, il y en a qui vont changer de sexe. Donc, si je ne me trompe pas, il y a toujours une reine, il y a toujours un poisson féminin qui est comme un peu le chef du clan des poissons clowns. Et si cette femelle-là, la reine, décède, bien là, il y a un mâle qui va automatiquement transformer et qui va devenir la nouvelle reine. Donc, les autres types de poissons là, que je vous ai mis, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, si on voit, ils ont des différents rôles sociaux là, à jouer dans leur espace. Puis, si on voit qu'il y en a un qui, l'être social un petit peu plus haut, qui a un statut plus élevé, bien, si lui décède, bien, il y a un autre sexe qui va prendre, puis ils vont vraiment changer de sexe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se produit partout, qui se produit quand même relativement souvent là, dans la nature. Donc, c'est très intéressant. Donc, non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Non, ce n'est pas né d'hier. Et non, ce n'est pas propre à l'humain. Donc, on le remarque vraiment à travers d'autres espèces aussi. C'est la même chose pour l'homosexualité. Hein. En passant, là, ça a été démontré là, dans les colonies de primates et tout ça, là, qu'il y a des comportements homosexuels, puis il y a plusieurs autres là, types d'animaux qui ont ce genre de comportement-là aussi. Donc, on n'est pas des bébites uniques. OK. De quelle façon ça se développe l'identité de genre chez les enfants? Donc, ça se développe quand même très tôt. Il y a 3 grandes phases, là, selon certains auteurs. Donc, la première phase, ça serait la phase de la conscience du genre. Donc, c'est là où est-ce que les enfants sont conscients que
c'est soit un garçon, c'est soit une fille. Il va s'identifier à l'un ou l'autre. Puis l'identité de genre va être très, très, très déterminée par les stéréotypes et va être très, très, très déterminée pour ces enfants-là à travers l'apparence, à travers ce qui est observable. Donc, les vêtements, les cheveux, les intérêts, etc. Puis, en bas âge, donc en bas de 3 ans, ben si, admettons, je me ferais couper les cheveux très, très courts, puis que c'est les garçons qui ont les cheveux culturellement plus courts, ben là, l'enfant, il peut être un petit peu confus. Fait que c'est comme si l'apparence change, le genre va changer aussi. Donc, c'est pour ça que certains enfants très, très jeunes vont être très stéréotypés pour justement bien exprimer leur genre à ce niveau-là. Vers 3 à 5 ans, on a le stade de la stabilité de genre. Donc, c'est là où est-ce que le genre est déterminé par le sexe attribué à la naissance. C'est pour ces enfants-là, c'est une réalité qui est permanente, qui ne changera pas. Donc, comme je vous ai dit, si la personne ne correspond pas là, aux normes stéréotypées du genre au niveau culturel, ben, les enfants peuvent ressentir une petite confusion là, à ce niveau-là. Voilà. Et la consolidation du genre vers 4 à 7 ans. Donc, les enfants se rendent compte naturellement que le genre est permanent, même s'il y a certaines caractéristiques superficielles qui peuvent changer. Puis, c'est autour de cet âge-là, si les enfants se questionnent par rapport à leur identité, c'est à partir de ce moment-là où est-ce que ils peuvent commencer à recevoir une certaine anxiété ou est-ce qu'ils veulent être comme leur père, mais ne ressentent pas nécessairement les mêmes choses. Donc, moi, il y a des ados qui m'ont dit très tôt, je ne me sentais pas pareil comme les autres. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, je savais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais naturellement, à 4 ou 7 ans, ben, tu n'es pas nécessairement capable d'identifier qu'est-ce qui cloche. Fait que ça va venir souvent plus tard. Mais c'est à partir de là que certains enfants peuvent effectivement ressentir certains inconforts en lien avec leur genre. Donc, je trouvais intéressant de vous montrer les statistiques. Je ne me rappelle pas, c'est dans ma référence, là. C'est dans une formation que j'ai suivie avec Françoise Susset, mais la référence exacte m'échappe, je suis désolée. Donc, à quel âge est-ce que les enfants se reconnaissent trans? Donc, 59 avant l'âge de 10 ans. Donc, c'est quand même assez important au niveau de même en jeune âge, là, quand on a dit tantôt, on peut se définir, on peut parler d'enfants trans. Souvent, on parle d'enfants plus créatifs dans leur genre, mais il y en a des enfants qui vont d'emblée là, s'identifier comme personnes trans, donc 60 avant 10 ans, 80 avant l'âge de 14 ans et 90 avant l'âge de 19 ans. Donc, c'est vraiment début de la préadolescence jusqu'à début de l'âge adulte là, que ça se concrétise pour ces enfants-là. Par la suite, le processus de transition, je vous l'ai dit tantôt en début de rencontre, la seule façon de réduire la souffrance, c'est la transition. Ça peut se faire des années après que la personne se définisse comme transgenre. C'est souvent un processus qui est très long parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de délais pour cette population-là. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que chaque transition est unique. Il n'y a pas de livre sur comment transitionner, là. Ça n'existe pas tant. Il n'y a pas des étapes à suivre, etc. Donc, chaque personne va décider de faire sa transition de façon unique. La transition, les éléments négatifs, c'est sûr qu'il peut y avoir des deuils et des pertes au niveau de la famille, des proches ou même du statut social. Donc, des femmes trans qui sont passées du statut masculin au statut féminin vont dire qu'ils remarquent là, au niveau du statut social des changements. C'est sûr qu'on peut être perçu comme étant marginal. C'est encore malheureusement associé à la maladie mentale. Puis, on va le voir tantôt, là, si je me dépêche, qu'on a beaucoup plus de risques là, à travers la transition pour les jeunes trans et non-binaires de subir de la violence. Par contre, il ne faut pas oublier les effets tout à fait positifs de la transition. Donc, vraiment une augmentation au niveau des gros gains au niveau de l'authenticité, de l'énergie, de la créativité, de l'estime de soi, de la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, moi, quand j'accompagne ces jeunes-là à travers la transition, ben, on voit vraiment
l'ado, le jeune se transformer. C'est comme une deuxième naissance. On voit vraiment, on passe d'un ado qui n'est pas nécessairement bien ou d'un enfant qui n'est pas nécessairement bien. Puis moi, je dis que c'est comme une deuxième naissance. Là, là, on les voit, c'est pas tant facile pour autant, mais on les voit vraiment plus épanouis là, quand ils commencent la transition. Là, ça fait vraiment un effet considérable. Il y a plusieurs types de transitions. Je vous l'ai dit, il y a pas de passage obligé, il n'y a pas de carte à suivre, mais il y en a différents types. Donc, au niveau de la transition sociale, c'est une transition qui va se faire vraiment de façon non médicale. Donc, qui va se passer beaucoup au niveau de l'expression publique, donc de l'expression de genre. Donc, ça va passer par l'apparence physique, au niveau des vêtements, des cheveux, etc. La transition légale, bien, ça implique tout le changement de nom à l'état civil. Donc, ça, on parle de transition légale. Puis, au niveau de la transformation physique, bien là, c'est là qu'on va parler de transition hormonale ou de transition chirurgicale. Donc, au niveau social, je vous l'ai dit, c'est vraiment d'exprimer son genre autrement que selon les normes et les rôles qui sont associés au genre qui nous a été assigné à la naissance. Donc, ça passe aussi par l'utilisation d'un prénom et d'un pronom qui sont différents, le changement au niveau de l'habillement, la gestion de la pilosité, la gestion du maquillage, puis il y a souvent aussi le port de vêtements de compression de poitrine pour les garçons trans, donc des binders, ou encore on a aussi des sous-vêtements pour les femmes trans pour dissimuler le pénis à l'intérieur des sous-vêtements, ou il y a encore on appelle ça des gaffes, c'est une espèce de prothèse pénienne qu'on peut joindre aux sous-vêtements avec l'apparence d'un pénis pour les hommes trans encore. Ce qui est important à savoir au niveau de l'utilisation du nom et du pronom, c'est que depuis 2016, tout changement de nom ou de mention de sexe est possible à tous les âges et c'est considéré comme un droit qui est fondamental. Donc, si l'enfant, si le jeune décide qu'il veut changer de nom dans son milieu scolaire, il est dans ses droits et le milieu scolaire n'a pas le choix que d'accepter sa demande, de même que pour accepter aussi puis on va le voir tantôt, de quelle façon on intègre, puis on essaie de faciliter l'intégration des jeunes dans les écoles. Mais bref, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de changement de nom à l'état civil que l'école ne peut pas changer le nom ou le pronom de l'enfant sur ses listes de classe. C'est possible aussi que l'enfant ou l'ado puisse refaire faire ses cartes étudiantes. Donc, aucunement besoin d'avoir fait ce changement-là à l'état civil. Et si jamais on a des refus, bien là, il y a beaucoup de juristes qui ont travaillé sur des protocoles, par exemple à la Commission scolaire de Montréal. Il pourrait avoir une plainte là, au droit de la personne. Ça ne s'est jamais rendu là. Puis souvent, c'est une question de méconnaissance là, du moment où est-ce qu'on aborde ça. Puis il y a des protocoles, justement, comme je vous dis, qui existent pour aider les écoles à accompagner ces enfants-là. Donc, à partir de là, les écoles sont souvent très collaboratives. Au niveau de la transition légale, bien ça, comme je vous ai dit, c'est de la paperasse administrative. Hein? C'est gouvernemental, c'est à l'état civil, c'est beaucoup de papiers à remplir, etc. Donc, il y en a qui le font beaucoup plus tard aussi. Qu'est-ce que ça prend comme critère? Donc, 18 ans et plus, ça prend juste, tu remplis un formulaire, puis tu as juste besoin d'un témoin qui te connaît depuis un an. Pour les plus jeunes, donc 14 à 18, on a besoin du formulaire par le parent ou encore le jeune, puis une lettre du professionnel qui atteste en fait le degré de souffrance et ou la dysphorie de genre. De même qu'avant 14 ans, on a besoin de l'accord des deux parents et de la lettre d'un professionnel. Donc, ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que quand on fait une transition légale au niveau de l'état civil, bien, à partir de là, bien, il faut faire tous les changements par la suite. Donc, la RAMQ, la SAQ, le numéro d'assurance sociale, le passeport, le permis, comme il faut tout refaire. Donc, ce sont des procédures qui sont quand même assez longues. C'est beaucoup de paperasse. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui le font beaucoup plus tard. Ce qu'il ne faut pas négliger aussi avec les personnes trans ou non-binaires, c'est l'utilisation du nom ou du pronom. On a vu apparaître dans les dernières années les pronoms qui sont neutres, comme le « yel » ou le « il ».
En français, c'est beaucoup plus difficile à utiliser qu'en anglais où est-ce qu'on utilise le they. Mais il y a cette possibilité-là. Puis ça, souvent, les pronoms yel ou il, ben, c'est souvent les pronoms utilisés par les personnes qui sont non-binaires. Par la suite, le fait d'utiliser l'ancien nom, on l'appelle le morinon ou encore le dead name, ça peut être très souffrant et discriminant pour la personne parce qu'il y a certaines personnes qui veulent comme essayer d'oublier une partie, les personnes qui étaient personnes avant, puis ça peut clairement faire réapparaître des symptômes au niveau de la dysphorie de genre. Donc, si on a affaire à un enfant ou un ado, est-ce qu'on n'est pas certain, il y a juste de lui demander le prénom puis le pronom qu'il utilise à partir de là, ça démontre une belle ouverture, puis c'est très important là, à considérer dans nos interventions avec ces jeunes-là. Au niveau hormonal, qu'est-ce qui s'offre aux jeunes? Bien, chez les jeunes, on parle souvent de bloqueurs. C'est du Lupron, c'est des inhibiteurs de puberté. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est prescrit soit par un endocrinologue ou ça peut être prescrit aussi par des omnipraticiens, mais qui connaissent très bien l'hormonothérapie. Donc, ce que ça va faire, ce n'est pas une hormone de substitution, pas du tout. C'est une hormone qui va juste bloquer toute la production d'hormones de l'enfant. Donc, que ce soit estrogène, progestérone ou encore la testo. Donc, ça va retarder la puberté. C'est comme mettre un pause. Ça met un pause sur la puberté. Ça permet à l'adolescent de cheminer dans ses questionnements, d'explorer, de faire des expériences au niveau de sa nouvelle identité de genre. C'est 100% réversible. Donc, j'arrête de prendre du Lupron demain, peut-être pas demain matin, mais la puberté va reprendre son cours à la normale. Puis, ce qui est aidant aussi avec le Lupron, c'est que ça peut faciliter la transition hormonale future parce que les bloqueurs vont empêcher l'apparition des caractéristiques sexuelles secondaires et donc, c'est plus facile par la suite de transitionner puis d'aller agir là, au niveau de ces caractéristiques sexuelles secondaires-là qu'on essaye de faire disparaître là, quand on passe à travers une transition pour la transidentité. Après ça, on a naturellement les prises d'hormones de substitution. Selon les critères, ça prend 16 ans, un consentement éclairé. Donc, ça veut dire que l'ado est en mesure de consentir de façon libre et qu'on a absence de maladie physique ou mentale qui peut interférer avec le traitement. À noter que les ados en questionnement identitaire, vous pouvez imaginer que qu'il y a nécessairement des troubles qui sont concomitants. Je ne sais plus. Que ce soit des symptômes plus dépressifs, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des idées suicidaires. Souvent, ça vient avec le package. Donc, ce n'est pas parce qu'on a la présence de symptômes dépressifs ou d'anxiété ou etc. qui va venir affecter la décision de l'endo de faire de l'hormonothérapie. Par contre, il faut que l'ado soit en mesure de bien fonctionner. Donc, il est capable d'aller à l'école, de fonctionner dans la vie en général. Et j'ai vu aussi là, des adolescents plus jeunes que 16 ans qui ont eu accès à de l'hormonothérapie. Naturellement, l'hormonothérapie, à ce moment-là, il faut que ça soit... faut avoir une lettre de professionnel là, qui met de l'avant aussi la dysphorie ou du moins le sentiment de souffrance. Ce que je vous ai pas dit tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de trucs, là, ce qui se passe dans les nouvelles ces temps-ci pour la défense des droits trans pour faciliter les démarches à l'état civil. Donc, il y a beaucoup de personnes qui militent avec raison pour que ce changement de nom-là à l'état civil pour les jeunes soit plus accessible. Donc, on essaie de faire disparaître là, la nécessité d'avoir une lettre de professionnel pour que ce soit plus facile. Donc, c'est juste une petite parenthèse là, que je voulais faire. Au niveau chirurgical, je vous les nomme, grosso modo, on ne s'attarde pas à ça parce que chirurgical, ben, ça prend l'âge adulte, il y a beaucoup plus de critères. Donc, au niveau physique, ben, c'est comme pour les femmes et les hommes trans, comme des chirurgies à la carte, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas rien d'obligatoire. C'est vraiment les personnes qui vont décider de faire telle ou telle transformation. Donc, que ce soit du laser, de la voix, des changements au niveau capillaire, de l'ablation de la pomme d'Adam, la pose d'implants mammaires pour les femmes trans, puis
Les hommes trans, bien, une reconstruction du torse, l'ablation mammaire, l'hystérectomie, puis des chirurgies génitales aussi par la suite. Donc, naturellement, quand je parle à des jeunes, des enfants, des parents qui ont à vivre avec la transidentité de leur enfant ou qui vivent vraiment ce questionnement identitaire-là, je leur dis jamais que c'est un monde de licorne et d'arc-en-ciel. C'est souvent un chemin qui n'est pas droit du tout, avec des bons croches, des bonnes côtes. Puis c'est là où est-ce qu'on a l'importance du soutien, du support, puis de l'accompagnement pour ces jeunes-là. Sur une étude canadienne, là, en fait, sans aller dans tous les détails, là, les jeunes trans, les jeunes non-binaires, ils ont plus de risques d'être victimes de discrimination. Donc, on parle quand même de 2/3 des jeunes. Plus risque de victimes d'harcèlement sexuel, de cyber-intimidation, manque de soutien de la famille et beaucoup plus à risque d'avoir des idées suicidaires ou des tentatives de suicide. Au niveau de l'étude ontarienne de Transpulse, au niveau des facteurs de risque pour les idées suicidaires, puis pour les tentatives de suicide, les facteurs de risque, bien, plus on est jeune, plus on a de risques. Ne pas appartenir à une communauté LGBTQ, ça peut être un facteur de risque aussi. La lenteur des processus, c'est très long, les délais qui sont pour faire la transition, que ce soit au niveau de changement de nom à l'état civil, que ce soit pour avoir accès à un endocrinologue, que ce soit pour avoir accès aux chirurgies. C'est des délais qui sont très longs. C'est des listes d'attente souvent qui peuvent aller de plusieurs mois à une année. Donc, on peut se mettre dans la peau d'un ado qui vit une souffrance parce que clairement, ce qu'il ressent dans sa tête et ce que son corps lui dit, c'est complètement contradictoire, qui ne va pas bien. Puis là, on lui dit, ben oui, il y a une solution, voici, c'est de passer à travers une transition, on va t'aider, on va t'accompagner, etc. Mais il faut que tu attendes 9 mois pour rentrer sur la liste d'attente pour de l'hormonothérapie. Fait que c'est très, très, très difficile, la gestion de l'attente et les très, très longs délais dans le système de santé puis dans le système de ressources aussi. Là. Naturellement, il y a des manques de ressources. Puis tout ce qui est la transphobie, naturellement, c'est un facteur de risque important. De quelle façon, en fait, de l'autre côté, quels seraient les facteurs de protection pour ces enfants-là, pour ces jeunes-là? Ben, de commencer une transition médicale, de commencer l'hormonothérapie. Déjà là, c'est un bon bout. Souvent, ça vient diminuer là, pour un certain temps, du moins, la transition médicale. Ça vient réduire la dysphorie de genre. La transition médicale, l'hormonothérapie vient réduire la dysphorie de genre. Si on essaie de réduire justement autour de l'ado les expériences de transphobie, si on a des documents comme à l'école, avoir le bon nom et le nom-prénom sur la liste, d'avoir sa carte étudiante qui est représentative de qui qu'on est, ça, c'est un beau facteur de protection aussi. Naturellement, le soutien social et en fait, le soutien parental, le soutien de la famille. Puis ça, c'est vraiment un soutien il faut que ça soit un soutien très exprimé, etc. C'est pas un petit peu de soutien, un très bon soutien parental. On dit que ça vient diminuer de plus de 90% les idées suicidaires chez les ados qui se questionnent au niveau de l'identité de genre. Donc, c'est majeur. Et de l'importance aussi de travailler avec les familles. Parce qu'eux autres aussi, il y a un processus à faire, il faut qu'ils évoluent là-dedans avec leur enfant. Puis ce qui est important de noter aussi, c'est que la bonne estime de soi, ben, ce n'est pas un facteur de protection pour les personnes trans, pour les ados, pour les jeunes trans. Donc, c'est pas parce qu'on a une belle estime de soi-même que ça va être plus facile. Les microagressions, j'en parle rapidement. Ben, qu'est-ce que c'est les microagressions? Ben, c'est les discriminations subtiles qui sont vécues de façon quotidienne par ces jeunes, ces enfants et même les adultes. Donc, se faire refuser l'accès aux toilettes genrées, pas être capable de valider sa voix au téléphone, pas être capable de valider son identité à cause de sa voix au téléphone. Donc, on peut penser d'une femme trans qui veut téléphoner sa banque, par exemple, puis là, au niveau de la voix, il n'y a pas de travail qui a été fait encore, mais ça peut être très difficile. Donc, elle peut vraiment se faire refuser l'accès. Comme je viens de dire, se faire refuser l'accès à son compte bancaire, se faire demander son sexe, devoir s'identifier comme trans par les professionnels de la santé.
se faire appeler par son morinon. Donc, ça, c'est toutes des micro-agressions qui sont vécues de façon quotidienne. Donc, ça augmente vraiment la pression sur le jeune, puis ça peut venir vraiment là, atteindre très rapidement là, au niveau de la santé mentale. Je vais terminer avec ça. Quelle heure est-il? C'est pas pire, je rentre dans mon temps. De quelle façon? C'est pas... les jeunes trans non-binaires, là, c'est des jeunes comme tout le monde. C'est juste qu'il faut faire il y a une particularité. Il faut être conscient des défis, il faut être conscient des enjeux qui sont reliés à ces enfants-là. Ce pas des extraterrestres. Là, on n'a pas besoin d'adapter toutes nos interventions, puis etc. Ce sont des jeunes comme les autres. C'est juste qu'il faut être conscient de leur réalité. Il faut être conscient de l'importance du nom, de l'importance du prénom, de l'importance du soutien parental, l'importance de les accompagner là-dedans. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire en tant qu'intervenant, même en tant que juste personne pour si on est exposé justement à des jeunes trans ou non-binaires. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, demander aux jeunes quel pronom et quel prénom utiliser, c'est déjà une très, très, très belle, un très beau signe d'ouverture et d'accueil pour le jeune. Au niveau de la confidentialité aussi, c'est important. L'identité de genre, c'est pas quelque chose qu'on dit at large. Moi, je me présente pas comme bonjour Amélie, je suis cis. Non, fait qu'on ne présentera pas mon ami Pierre qui est trans. Salut, ça c'est mon ami trans. C'est comme si on venait de faire son coming out pour lui sans même lui demander la permission. Donc, c'est très intense. Donc, c'est important de garder cette confidentialité-là. Parce que s'il y a une divulgation qui est non souhaitée, mais là, c'est sûr que ça peut exposer le jeune avec une détresse psychologique plus importante, puis même à de la violence. Même chose pour la tenue de dossier à l'école. Si le jeune fait le changement de nom et de prénom, tous les documents officiels du gouvernement, donc du ministère de l'Éducation, avec le nom, le morinon ou le dead name là, de l'enfant, mais souvent, on va les documents officiels, on va les mettre dans une enveloppe cachetée dans le dossier, justement pour préserver la confidentialité du jeune au niveau de son identité. Juste d'avoir accès à des toilettes non genrées, c'est majeur. Moi, j'ai des ados qui partent à l'école, puis qui font pipi en partant de l'école, puis qui vont limiter la consommation de liquide et de nourriture pour ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes dans le milieu scolaire parce que c'est des microagressions. Souvent, on peut leur laisser avec l'école l'accès à des toilettes qui sont non genrées, mais c'est souvent des toilettes qui sont comme plus loin, c'est des toilettes des profs, etc. Fait que c'est pas toutes les jeunes qui sont confortables nécessairement. Je vous mets au défi dans tous les endroits où est-ce que vous allez, une fois qu'on va être un petit peu déconfiné. C'est très rare, les toilettes non genrées. Toilettes familiales, on commence à en voir un petit peu plus, mais des toilettes non genrées, là, c'est très, très rare que ce soit dans les universités, dans les cafés, dans les restos, dans les bibliothèques, nommez-les. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir encore. Pourtant, ça peut être très, très problématique pour ces jeunes-là. Naturellement, avoir des attitudes d'accueil, d'accompagnement, de non-jugement, de disponibilité, donc vraiment d'être là et de soutenir le jeune. Si on a des formulaires, si on travaille dans des endroits, puis que si dans nos formulaires, il y a une mention de sexe ou etc., on a juste homme-femme, c'est une belle façon d'inclure justement ou de mettre d'autres possibilités, en fait, pour être plus inclusif. Juste d'afficher la diversité aussi, des affiches sur la transphobie, sur la diversité, etc. Donc, c'est sûr que ça va être, encore là, c'est un accueil, c'est une ouverture envers ces jeunes-là. Donc, ils vont se sentir plus bienvenus dans certains milieux. Naturellement, on évite les questions sur la transformation, c'est vraiment pas nécessaire. Hein? Tu es un gars avant, oui, comment ça s'est passé, comment c'est les hormones, etc. C'est pas nécessairement des sujets de conversation que ces jeunes-là aiment partager. Il y en a que oui, il y en a que non. S'ils veulent vous en parler, laissez-les vous en parler tout seuls. Allez pas nécessairement de l'avant. Et je crois que c'est tout.
Donc, j'espère que du moins, vous avez maintenant une meilleure idée des défis qui sont vécus par ces personnes-là. C'est pas une situation qui est nécessairement facile à passer au travers. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, si j'accompagne un jeune, j'accompagne nécessairement ses parents, sa famille, sa fratrie pour l'acceptation, pour le cheminement. Ça va, un coming out transgenre, c'est ça. On n'est pas encore très, très habitué. On est à peu près, où est-ce qu'on était en 1950 avec l'homosexualité. Par contre, on commence à en voir de plus en plus. Puis moi, j'ai pour m'en dire que plus on va être exposé à cette réalité-là, plus on va être habitué, moins ça va devenir spécial ou moins ils vont être stigmatisés, j'ai l'impression. Euh, mais, euh, mais voilà, ce sont des jeunes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'être aimés, puis qui ont besoin d'être acceptés dans tout ce qu'ils sont. Donc, si vous avez du moins compris ça, j'ai fait ma job. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi. Je sais qu'il y a des participants qui sont en ligne. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas à lever votre main. On pourra, Carl, il pourra vous donner accès. Sinon, je vous laisse. Je vous souhaite un magnifique vendredi, une belle fin de semaine, puis en espérant que ça ait répondu à vos attentes. Merci.